Donc la deuxième partie du développement des porte-avions à ce stade vaut probablement la peine de noter que nous allons suivre le développement du porte-avions de flotte dans ses diverses formes, dans cette petite série principalement sur la base qu'une fois que vous commencez à inclure des porte-avions légers, des porte-avions d'escorte, des porte-avions d'hydravion, des porte-avions de maintenance et autres, vous finiriez par parler pendant environ 3 ou 4 heures sur n'importe quelle aire que vous choisissez de définir vaguement, même dans ce qui est nécessairement un résumé relativement bref. Nous reprendrons ces autres types de porte-avions ultérieurement. Pour l'instant, vous pourriez demander comment je définis les porte-avions de flotte pour cette vidéo et les suivantes. J'ai choisi de suivre ce parcours. Ils doivent avoir été conçus comme un porte-avions dès la quille, puisque nous sommes passés l'ère des grandes conversions, à moins bien sûr qu'il s'agisse de la première tentative d'un pays à un porte-avions. Il devait être capable d'atteindre environ 30 nœuds ou plus à un nœud près, et il devait être conçu pour transporter au moins 36 avions, c'est-à-dire 3 escadrons au moins si on utilise un escadron de 12 avions. Ainsi, dans cette vidéo et les suivantes, nous ne parlerons pas de navires comme la classe Zuiho, le Her Majesty's Ship Unicorn ou la classe Independence, bien que les Saipan apparaîtront dans l'épisode 3 quand nous en arriverons là. Mais comme dit, ces autres navires apparaîtront dans d'autres vidéos à un moment donné, et bien sûr, il s'agit de l'histoire et du développement des porte-avions, pas tant de leur palmarès de combat, à moins que cela ne couvre un point particulier lié à la conception ou à l'utilisation du navire. Nous allons donc passer en revue les différents porte-avions par nation dans l'ordre dans lequel la nation a posé son premier porte-avions de cette période, car contrairement à la vidéo précédente, il y a des lignes de développement assez claires en jeu. Cela signifie que nous commençons avec la marine impériale japonaise, et plus spécifiquement le porte-avions Ryujo, alias le grand exploiteur de failles. Avant sa construction, une multitude de conceptions de porte-avions dédiés avaient été diffusées à la fois dans les cercles japonais et ailleurs, mais dans les années 1920, il s'agissait principalement d'itérations de conception comme Hermes ou Hosho, ce qui signifiait des conceptions de déplacement de 10 à 15 000 tonnes pour la plupart, et qui à leur tour signifiait qu'elles compteraient pour la limite de déplacement des porte-avions sous le traité naval de Washington à une époque où tout le monde essayait de déterminer quelle était la meilleure utilisation des porte-avions. De plus, avec les grandes conversions sur le point de commencer à naviguer, l'idée d'un navire beaucoup plus petit n'était pas si attrayante, et donc ces idées n'ont mené nulle part. Mais à la fin des années 1920, le Japon avait suffisamment confiance en sa doctrine opérationnelle de porte-avions pour chercher à étendre sa flotte de porte-avions, et il pensait avoir trouvé un moyen de le faire tout en conservant leur allocation de déplacement du traité de Washington pour des navires plus grands plus tard. Vous voyez que dans ledit traité, un porte-avions était défini comme un navire déplaçant plus de 10 000 tonnes et conçu pour transporter des avions, étant donné que les premiers porte-avions dédiés, Hermes et Hosho, étaient juste en dessous ou autour de cette limite, et il était logiquement ressenti que, comme la taille et les performances des avions augmentaient, tout nouveau porte-avions de flotte devrait être plus grand pour être utile. Cependant, les Japonais ont voulu tester s'ils pouvaient obtenir un porte-avions efficace avec moins de ressources en utilisant les techniques d'économie de poids et la comptabilité créative développée pour leurs croiseurs et destroyers. Le navire résultant ne serait nulle part aussi capable que Akagi ou Kaga, cela n'importerait pas tant qu'il avait un groupe de vol utile et qu'il pouvait en construire autant qu'il le souhaitait. Pour être du côté sûr et aussi pour rendre le design moins cher et donc plus facilement constructible en masse, Ryujo a été conçu pour déplacer environ 8000 tonnes à la déplacement standard, renonçant à toute ressemblance de protection sur une coque qui se situait quelque part entre Hosho et Hermes en termes de dimension globale, ainsi que l'absence d'une île. Tout cela dans le but de transporter initialement 24 avions et d'atteindre une vitesse d'environ 29 nœuds. C'était un peu en dessous de ce qu'un navire comme un Kaji pouvait faire, mais avec Kaga dans la flotte, c'était une vitesse maximale acceptable pour la marine japonaise puisque Kaga était encore un peu plus lent. Les travaux ayant commencé en 1929, il a été décidé en cours de construction qu'elle devrait plutôt transporter 48 avions, et donc un autre pont de hangar a été ajouté, et donc lorsqu'elle a émergé, il semblait que la marine japonaise avait un véritable gagnant entre ses mains, un porte-avions rapide qui pouvait opérer un groupe aérien plus grand que certains navires, plus du double de son déplacement et plus de la moitié de celui de navires 4 fois plus grand que son déplacement. 2 de ce nouveau type offriraient plus de redondance et plus d'avions que même les énormes porte-avions de la classe Lexington, tout en nécessitant moins d'hommes pour les armer.
Mais tout cela a été brutalement interrompu par deux développements majeurs. Premièrement, le traité naval de Londres de 1930 a fermé la faille que Rougier exploitait avec un certain nombre de clarifications. Plus précisément, l'article 3, section 1. Aux fins du traité de Washington, la définition d'un porte-avions donnée au chapitre 2, partie 4 du dit traité est par la présente remplacée par la définition suivante. L'expression porte-avions comprend tout navire de guerre de surface, quel que soit son déplacement, conçu pour le but spécifique et exclusif de transporter des avions et ainsi construit que des avions peuvent y être lancés et y atterrir. Puis l'article 4, section 1, aucun porte-avions de 10 000 tonnes ou 10 160 tonnes métriques ou moins de déplacement standard, montant un canon au-dessus de 6,1 calibre de pouce, ne sera acquis ou construit par ou pour l'un des hauts contractants. Section 2. À partir de l'entrée en vigueur du présent traité à l'égard de tous les hauts contractants, aucun porte-avions de 10 000 tonnes métriques ou moins de déplacement standard montant un canon au-dessus de 6,1 pouces et 155 mm de calibre ne sera construit dans la juridiction de l'un des hauts contractants. Le sous-entendu de cela signifie toi, Japon aurait difficilement pu être plus clair s'il était écrit dans les marges en encre rouge capitalisée. Cela a immédiatement mis fin au projet de construction de plus de ce type de porte-avions qui était couplé à des rapports continus de problèmes de stabilité dans le navire qui n'étaient pas aidés par le pont d'hangar supplémentaire qui n'avait pas figuré dans le design original. Avec les incidents de Tomozuru et de la 4e flotte au début, dans les années 1930, le navire a été ramené au dock pour un renforcement supplémentaire et d'autres mesures visant à le maintenir droit. Les premières mesures prises après le premier incident se sont avérées plutôt fortuites, car elle était présente lors du dernier incident, et même avec les premiers changements, elle a été endommagée et a subi une inondation dans le hangar. Sans les premières modifications, elle aurait peut-être subi un sort considérablement pire. Des modifications supplémentaires ont ensuite été entreprises, remodelant et élevant la proue entre autres choses. En conséquence, son déplacement standard global a dépassé 10 000 tonnes de toute façon. Donc, même si la faille n'avait pas été comblée, elle n'aurait pas été une exploiteuse pratique de failles à long terme, dans tous les cas. Cependant, elle se révélerait utile comme navire d'essai et dans ses fonctions normales, avec de nombreux avions entrant en service dans la marine japonaise, faisant leur début pour des essais à bord pendant les années 30, ainsi que la démonstration de nouvelles tactiques, dont l'utilisation du nouveau bombardier en piqué. Cela soulignerait aussi un des principaux défauts de son concept global. Bien qu'elle ait été capable de faire fonctionner 48 avions lorsqu'elle est entrée en service, l'augmentation de la taille et des capacités des avions navals au cours des années 30 a vu sa capacité globale diminuer assez rapidement, de nombreux avions ultérieurs étant même incapables d'utiliser l'ascenseur arrière du navire. Néanmoins, elle a permis à la marine japonaise d'acquérir une expérience précieuse, les préparant pour leur prochaine tentative de premier véritable porte-avions de flotte, le Soryu. Bien que le Soryu et le Hiryu soient souvent mentionnés ensemble et parfois regroupés dans la même classe, il existe des différences substantielles entre les deux navires. Ils étaient censés être identiques, ayant tous deux été autorisés dans le même programme naval au début des années 30, mais le Soryu a été mis en chantier en 1934, ce qui signifie qu'elle a utilisé de nombreuses leçons tirées du Ryujo, mais sa conception a été finalisée avant les deux incidents majeurs mentionnés précédemment, et donc elle était assez légèrement construite, avec un profil relativement étroit et une protection d'armure minimale, et bien partout. Elle était donc un navire étonnamment léger, pesant à peine plus de 16 000 tonnes en charge standard, mais utilisant ce qui était effectivement une centrale de croiseurs de classe Megami, elle a pu atteindre plus de 34 nœuds avec 2 hangars qui lui ont donné un groupe aérien conçu de bien plus de 60 avions, sans compter les pièces de rechange. Cela se comparait à nouveau très bien avec les porte-avions plus anciens, triplant plus que le groupe aérien des premiers porte-avions construits à cet effet pour un peu moins du double du déplacement, tout en étant considérablement plus rapide et ayant 70 à 80% du groupe aérien des diverses grandes conversions qui étaient à leur tour presque le double de son propre déplacement. Mais comme avec Rougeau, les chiffres excitants masquaient plusieurs défauts. Le hangar supérieur était bas et le rapport longueur-largeur du navire était si fin que l'île devait être collée sur une saillie à tribord afin de garder le pont d'envol dégagé. Et bien sûr, le navire était très légèrement construit.
Quelques corrections mineures pourraient être apportées après la construction, à la lumière des incidents de Tomorozu et de la 4e flotte, mais des problèmes fondamentaux comme l'étroitesse de la coque ne pouvaient pas être corrigés. En revanche, le Hiryu a été posé quelques années plus tard, en 1936, et des modifications ont donc été apportées à sa conception avant le début des travaux. En conséquence, elle serait environ 2000 tonnes plus lourde que le Soryu avec un faisceau plus large et porterait en fait une protection significative. La proue améliorée rend le navire plus navigable et la coque entière est significativement plus robuste. L'île a également été placée plus en arrière le long de la coque et pouvait être légèrement rapprochée par rapport au Soryu grâce à la largeur globale plus grande. Comme les plans de la marine japonaise prévoyaient que les porte-avions opèrent par paire, le Hiryu avait également une caractéristique presque unique qui n'avait jusqu'à présent été vue que sur l'Akagi. L'île était du côté bâbord du navire. Cette caractéristique n'a finalement pas très bien fonctionné, et ne serait pas répétée en général. Ces 3 premiers porte-avions construits à cet effet serviraient assez bien que Rugio verrait son groupe aérien et son package de frappe opérationnel la sortir du service de première ligne dans le Kiribati pour de nombreuses opérations, et Hiryu et Soryu finiraient par ressentir le pincement des sacrifices en protection qu'ils avaient fait lorsque tous deux ont été touchés à mi-chemin par 3 bombes chacun, bien que des armes de 1000 livres qu'ils n'avaient pas anticipées. Même dans les dessins de projets plus protégés, et ils ont fini par être coulés, Rougeau succombant à un barrage similaire de bombes avec une torpille lancée, pour faire bonne mesure un peu plus tard. La marine impériale japonaise possédait désormais 4 porte-avions de flotte complets plus Rougeau, et avec une variété de leçons apprises, elle était maintenant en position de commander sa première classe de porte-avions de flotte qui serait réellement composée de navires similaires, la classe Shikaku. Avec le Hiryu posé en 1936, la même année que le Japon s'est retiré du système de traité naval, les Shikaku pourraient être posés sans les préoccupations concernant les limites du traité sur les déplacements disponibles, et bien que commandés seulement l'année suivante, les navires représentaient un énorme changement. La marine japonaise voulait un porte-avions qui combinait le meilleur de tous leurs navires précédents, la puissance de feu défensive significative du Kaga réaménagé, la capacité de transport pur d'un Kagi et la vitesse du Soryu et du Hiryu, ainsi qu'une meilleure armure et une meilleure portée opérationnelle par rapport à tout porte-avions actuel ou projeté en service japonais, américain ou britannique. Ainsi, le déplacement du nouveau navire serait presque le double de la quantité d'eau que le Soryu avait déplacée, atteignant un peu moins de 30 000 tonnes de déplacement standard, ce qui en fait le plus grand design de porte-avions de flotte dédié de la période d'avant-guerre. Et ils incorporeraient également un contrôle des dommages beaucoup plus avancé et un système de défense contre les torpilles complet par rapport au design précédent. Cependant, un problème majeur n'a été modifié qu'à la dernière minute. Initialement, les navires étaient en fait conçus avec une île sur le côté portuaire, située à peu près à mi-chemin du navire. L'idée était d'aider à équilibrer le navire, car le poids de l'île compenserait le poids des échappements sur le côté tribord, et aussi augmenter la quantité globale d'espace ouvert disponible sur la partie avant du pont d'envol pour les décollages. On pensait que la moitié de la longueur du pont était suffisante pour les atterrissages. Ce dernier était le plus important des 2 facteurs, mais les échappements gênaient une île du côté tribord à l'emplacement souhaité et forcer un alignement du côté bâbord avait l'heureux avantage de l'effet d'équilibrage mentionné précédemment. Mais alors que le Shokaku était à un stade avancé de construction, des expériences sur l'Akagi et des rapports de celui-ci et des essais initiaux du Hiryu ont commencé à indiquer qu'une île du côté bâbord n'était pas une si bonne idée, ce qui, couplé à la prise de conscience croissante que les avions plus récents et plus lourds auraient besoin de zones d'atterrissage plus longues, a contraint à déplacer l'île vers le côté tribord à environ 1/3 du chemin le long du navire depuis la proue. Alors que le Zuikaku, ayant été commencé plus tard, pouvait plus facilement mettre en œuvre ce changement sur le Shokaku, un sponson partiel pour le pont du côté bâbord avait déjà été construit et donc, bien que son île ait également été déplacée vers cette nouvelle position tribord, elle aurait encore ce petit sponson en place comme un petit indicateur visuel de quel navire était lequel dans la classe. Parmi les autres innovations, on peut citer une petite étrave bulbeuse pour aider à la course à grande vitesse, bien que diverses sources se disputent pour savoir si c'était l'un, l'autre ou les 2 navires qui étaient équipés de cela.
Bien que, d'après les photos disponibles et l'équilibre des sources, je suis enclin à opter pour les deux dans ce cas, car le Shikaku avait définitivement cette innovation comme on peut le voir sur les photos de chantier, et il semblerait un peu étrange que le Zuikaku, le deuxième navire de la classe, ne soit pas équipé de cela. Les hangars du navire étaient fermés conformément aux principes de conception japonais, bien que les murs soient légèrement construits et principalement là pour empêcher l'eau de mer d'entrer plutôt que pour quelque chose de plus agressif, une certaine réflexion ayant été donnée à l'idée que ces sections échouaient sous pression pour exploser en cas d'événement catastrophique dans le hangar, atténuant ainsi les effets de toute explosion significative. Malgré leur taille plus grande, les navires atteignaient plus de 34 nœuds grâce à une centrale électrique monstrueuse. Ils étaient conçus pour transporter 72 avions actifs et 24 de réserve, mais l'arrivée d'avions plus récents et plus grands a réduit le nombre de cellules d'air de réserve à 12, bien que 72 avions actifs étaient conservés. Grands, rapides, bien protégés et avec un grand groupe aérien, les Shikaku représentèrent des porte-avions exceptionnellement puissants pour leur époque, bien que le déplacement massif ait aidé avec un certain argument possible que, au moins au moment de la mise en service, ils étaient les porte-avions les plus puissants du monde, bien que les avancées technologiques se produisant à grande vitesse à la fin des années 1930 et au début des années 40, en particulier dans le département de la défense anti-aérienne, exacerberaient certaines des faiblesses du navire ou en créerait de nouvelles. Tous les porte-avions japonais construits spécifiquement pour la période d'entre-deux-guerres étaient équipés d'une batterie défensive de canon à double usage de 127 mm, soutenue par des batteries du plus discutable canon de 25 mm dans une variété de montures. Des mitrailleuses apparaissaient occasionnellement, mais étaient généralement utiles uniquement pour utiliser des traceurs pour montrer aux autres canons d'où venait l'ennemi. Le prochain projet de porte-avions de la marine japonaise a été autorisé en 1939, mais les travaux n'ont commencé qu'en 1941 et tombent donc hors du champ de cette vidéo, ce porte-avions étant bien sûr le Taiho. La marine américaine faisait face à un double défi. Le Japon et en effet la Grande-Bretagne avaient déjà conçu au moins un navire chacun comme porte-avions, tandis que chacune des 3 coques de porte-avions en service aux États-Unis étaient des conversions. La marine américaine tentait donc non seulement d'agrandir sa flotte de porte-avions, mais aussi de construire pour la première fois une coque spécialement conçue à cet effet. Cependant, le Langley a fourni des leçons précieuses, notamment sur l'aménagement des hangars et les opérations aériennes, pendant que le Lexington et le Saratoga étaient en cours d'achèvement. Mais il y avait un facteur compliquant supplémentaire. La marine américaine respectait toujours les exigences du traité naval, et il était logique d'avoir des porte-avions similaires pour remplir la location de déplacement restante qui s'élevait à 69 000 tonnes lorsqu'elle était mesurée en longues tonnes, l'unité de mesure préférée du système de traité. Cela permettrait soit une classe de 3 navires de 23 000 tonnes, soit 4 d'un peu plus de 17 000 tonnes chacun, soit 5 de juste en dessous de 14 000 tonnes. Une série de jeux de guerre à l'échelle de table que la marine américaine a entrepris pour aider à développer des tactiques et des stratégies a indiqué qu'un porte-avions trouvé était un porte-avions coulé et qu'il serait donc préférable d'avoir de nombreux porte-avions plus petits, de sorte que certaines coques subsisteraient après toute frappe. De plus, dans les tailles de navires dictées par les déplacements suggérés, vous pourriez en fait transporter plus d'avions au total avec 5 porte-avions plus petits, en supposant certains compromis de conception que 3 plus grands. Cela commencerait une relation persistante entre la marine américaine et les coques de porte-avions de flotte plus petites, bien que les travaux de conception préliminaires au début des années 1920 aient envisagé des conceptions avec des déplacements standards allant de 11 000 à 27 000 tonnes, la limite supérieure du traité de Washington, dans le but de déterminer approximativement quelles augmentations et diminutions de déplacement feraient gagner ou perdre un porte-avions en termes de capacité. Au milieu de tout cela est survenu un conflit de priorités plutôt surprenant. Les jeux de guerre prévoyaient qu'un porte-avions devrait opérer des bombardiers en piqué et des torpilleurs, le premier étant une idée relativement nouvelle. Cependant, les démonstrations de bombardement en piqué depuis l'United States Ship Langley semblaient si impressionnantes qu'il serait finalement décidé comme une mesure économique assez juste que le nouveau navire ne devrait transporter que des bombardiers en piqué et des chasseurs, et donc aucune provision ne serait faite pour le stockage de torpilles ou de bombardiers torpilleurs.
Le bombardier en piqué présentait de légers avantages dans certains aspects. C'était un avion beaucoup plus petit et plus léger qu'un bombardier torpilleur, permettant d'en stocker davantage dans un espace de hangar donné. Mais comme cela se révélerait plus tard dans les estimations des années 1920, l'efficacité du bombardement en piqué était quelque peu surestimée à ce moment et cette décision de conception entraverait le navire dans ses futurs rôles. De plus, encore une fois, parce que seul l'anglais était vraiment disponible pour fournir des leçons, le nouveau porte-avions serait conçu sans îlot, et donc les gaz d'échappement des moteurs devraient être évacués séparément. Ce n'est que lorsque les grandes conversions sont entrées en service que les avantages d'un îlot sont devenus évidents, et donc un îlot a été rapidement ajouté au navire pendant sa construction, résultant en un hybride quelque peu étrange qui avait des échappements tronqués et un îlot au lieu d'un îlot et d'une cheminée intégrée. Cela augmenterait également le poids total du navire, occupant plus d'espace sur le tonnage limité dont disposait la marine américaine. Les concepteurs ont également dû à un moment donné être arrachés de force à l'idée d'équiper le navire d'une paire de tourelles de canon de 8 pouces triple, car les pénalités de poids sur un navire de cette taille étaient bien trop grandes pour lui permettre de maintenir un groupe aérien utile. Néanmoins, la marine américaine avait conclu qu'idéalement elle souhaiterait un porte-avions de taille maximale, c'est-à-dire construit jusqu'à la limite des 27 000 tonnes des traités, avec des designs variant entre un soi-disant porte-avions léger avec un pont lisse, beaucoup d'avions et un équipement défensif assez minimal comparé à un navire plus lent, plus lourdement armé avec moins d'avions et plus de canons. À l'autre extrémité, il y avait aussi une tentative de concevoir un navire de 10 000 tonnes moins une once pour exploiter la même faille que Ruggio avait utilisée. Mais la marine américaine n'a pas pu trouver un design qui permettrait d'accueillir les poids et les tailles projetées des futurs avions qui fonctionneraient réellement et donc, avec les extrêmes définis, le travail s'est recentré sur les 3 multiples de déplacements mentionnés précédemment. Finalement, alors que les années 1920 touchaient à leur fin, le design de l'United States Ship Ranger a été finalisé. La conception de la porte-avions incorporait des caractéristiques uniques aux navires de la marine américaine de l'époque, malgré sa commande après 1930 et sa mise en service en 1931. Un pont d'envol ouvert permettait aux avions de se réchauffer avant d'être amenés sur le pont d'envol. Il était prévu d'installer des catapultes transversales, bien qu'au final elles n'aient pas été installées pour économiser sur les coûts et le déplacement, et elle avait la capacité d'opérer en tant que porte-avions en marche arrière ainsi qu'en avançant. En raison de sa conception en tant que porte-avions dès le début du processus de conception et grâce à l'évolution vers des hangars ouverts, le Ranger disposait en réalité de plus d'espace de hangar que les Lexingtons, ainsi que d'une hauteur de hangar suffisante pour transporter un nombre substantiel d'avions démontés suspendus au plafond. En théorie, elle pouvait transporter 76 avions autant que le Lexington avec la moitié du déplacement. Tout cela s'accompagnait d'une petite batterie de canons anti-aériens de 5 pouces 25 calibres et d'une batterie substantielle de mitrailleuses de 50 calibres, ainsi que de plans pour introduire le nouveau canon d'1,1 pouce qui était principalement conçu pour faire face aux bombardiers en piqué. Alors, qu'est-ce qui n'était pas à aimer? Eh bien, il y avait des compromis. Les arcs de tir des canons anti-aériens n'étaient pas idéaux et la batterie serait déplacée de manière significative au cours de sa vie. Son rythme ne satisfaisait pas non plus la marine américaine. Bien qu'elle puisse atteindre un peu plus de 29 nœuds par beau temps, cela se comparait mal au rapide Lexington, et la taille plus petite du Ranger signifiait qu'elle perdait aussi de la vitesse beaucoup plus rapidement lorsque la mer se formait et que le vent augmentait par mauvais temps, ce qui se traduisait par une limite de vitesse plus pratique de 28 nœuds dans la plupart des cas. La protection était quasi inexistante, sans système de défense contre les torpilles et un blindage minimal à peine suffisant contre les canons de petits destroyers. Sa piste d'envol plus courte et le placement discutable des ascenseurs, dû à l'essai d'accommoder des catapultes transversales non installées, réduisaient sa vitesse d'opération aérienne. Ces problèmes sont devenus assez rapidement apparents dans les années 30 et, par conséquent, elle serait limitée à des environnements à faible menace pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec plus d'expérience de Lexington et Saratoga disponibles et les premières évaluations du potentiel de Rangers, la marine américaine disposait d'assez de tonnage pour 2 ou 3 coques supplémentaires. Au maximum, il pourrait construire un couple de porte-avions de 27 000 tonnes, d'où le travail précédent. Ou il pourrait construire 3 porte-avions de 18 500 tonnes. 4 Rangers répétés ont été très rapidement écartés, c'était évidemment le niveau de tonnage le plus bas. Une autre option a aussi été considérée.
2 porte-avions qui pesaient juste en dessous de 21 000 tonnes, accompagnés d'une répétition de Ranger. La décision a été assez difficile. La marine américaine souhaitait corriger les défauts de conception du Ranger, ce que les plus grands porte-avions permettaient davantage. Mais ils voulaient aussi plus de coques, et comme la marine japonaise, ils pensèrent que les opérations de porte-avions jumelés étaient une bonne idée. Bien que certaines améliorations puissent être apportées à une coque de 18 500 tonnes, cela n'offrait pas trop de place pour les mises à niveau et laisserait la marine américaine avec une paire de grands porte-avions, 3 porte-avions moyens et le Ranger. Finalement, la décision a été prise d'opter pour une solution de compromis, répéter le Ranger, qui serait au moins en théorie moins cher et aurait une certaine utilité, tandis que 2 coques de 20 800 tonnes offraient une marge raisonnable pour des améliorations de conception, comme la réintroduction du bombardier torpilleur ayant réellement un système de défense contre les torpilles, préférant plus de vitesse, de protection et de canons anti-aériens supplémentaires, ainsi que l'idée d'avoir 2 ponts d'envol, ou plus précisément la capacité pour certains avions plus légers comme les chasseurs de décoller directement du hangar, ainsi que des opérations normales depuis le pont d'envol. Presque immédiatement, un débat a eu lieu sur la forme que devraient prendre les niveaux de protection accrus. La défense anti-torpille était évidente, mais certains pensaient qu'un porte-avions utilisé pour attaquer les lignes d'approvisionnement ennemies devrait avoir un armement anti-surface puissant et une protection de ceinture blindée proportionnelle. D'autres pensaient que les porte-avions ennemis seraient la menace principale, donc la protection du pont et la puissance anti-aérienne devraient être prioritaires. On pensait qu'un seul coup de bombe devrait entraver les opérations d'un porte-avions et que 2 le mettraient complètement hors de service, les jeux de guerre et les exercices de problèmes de flotte suggérant que bien qu'un porte-avions ne soit pas encore l'arme décisive, la capacité à contrôler les cieux, à faire du repérage et à grignoter la flotte ennemie serait un avantage majeur, ce qui a conduit à de nombreux exercices où les 2 côtés cherchaient d'abord à atteindre le porte-avions de l'autre afin d'obtenir la supériorité aérienne requise. Une réflexion sérieuse a été menée sur la mise en place d'un pont d'envol blindé, mais avec les autres exigences associées à un grand groupe aérien qui formait la base de la réflexion de la marine américaine sur les porte-avions à l'époque, il a été décidé qu'il n'était pas possible de l'adapter sur un porte-avions de ce déplacement sans trop de compromis dans d'autres domaines. L'homme qui avait essayé d'adapter une paire de canons de 8 pouces triple au Ranger avait clairement échappé à sa contention une fois de plus, car l'un des divers plans proposés lors du processus de conception, le plan J, était plus grand que prévu, ne transportait que 65 avions, avait un pont d'envol qui ne faisait que les 2 tiers de la longueur de la coque, mais offrait une très forte protection blindée et une batterie complète de croiseurs lourds de 3 tourelles de canon de 8 pouces triple à l'avant. Mais heureusement, c'est la proposition immédiatement précédente, le plan 1, qui a servi de base à la classe Yorktown. Théoriquement, ce design de 20 000 tonnes aurait une protection contre les tirs d'artillerie de 6 pouces et la capacité de transporter 90 avions, bien que la façon dont les nombres d'avions étaient calculés montrait une certaine variation en fonction du type d'avion transporté et pourrait dépasser les limites pratiques des opérations de pont. Théoriquement, le Ranger pourrait transporter 108 avions si vous n'utilisiez que des chasseurs et empiler complètement à la fois le hangar et le pont, malgré son complément plus normal à l'époque étant d'environ 70. De même, la capacité de la classe Lexington était de 70, 90 ou 110 avions selon la mesure que vous utilisiez. La principale restriction était que si vous ajoutiez plus d'avions sur le pont, vous ne pouviez pas récupérer d'avions car la zone d'atterrissage serait occupée. Dans un exercice, un groupe aérien de 82 avions opérationnels à bord du Lexington a été réduit à 52 le lendemain après avoir rencontré des problèmes pour les gérer tous. La raison pour laquelle le plan 1 était maintenant de 20 000 tonnes au lieu de 20 700 tonnes était qu'il avait été réalisé qu'un pont d'envol à 2 niveaux, un blindage pour le pont d'envol principal et un hangar et un navire bien protégé ne rentreraient pas tous dans ce déplacement. Donc, en enlevant environ 700 tonnes et en les répartissant des 2 navires vers le 3e navire plus petit, on espérait que 2 des caractéristiques pourraient être conservées de toute façon, mais le 3e navire pourrait utiliser les 1400 tonnes supplémentaires combinées pour incorporer certaines caractéristiques supplémentaires qui manquaient dans le Ranger. Le porte-avions plus petit perdrait son système de défense contre les torpilles et aurait un groupe aérien théorique d'environ 20 de moins que les navires de 20 000 tonnes, la caractéristique supprimée étant le pont d'envol blindé sur les 2.
En partie, cela était pour conserver un hangar haut, et en partie parce que tandis que toutes les marines utilisaient des bombardiers en piqué avec des bombes d'environ 500 livres, la marine américaine envisageait également des avions transportant des bombes de 1000 livres, ce qui posait beaucoup plus de problèmes lorsqu'il s'agissait d'allouer suffisamment d'armure de pont pour les arrêter. Il y a eu une brève effervescence d'activité une fois que ces conceptions ont été verrouillées, qui a réexaminé l'idée de canons de 6 ou 8 pouces dans lesquels la raison a heureusement prévalu, et il a été souligné que de tels armements ne pouvaient pas être adaptés à un porte-avions avec un groupe aérien utile tel que défini par les normes de la marine américaine sans agrandir massivement le navire et ainsi perdre entièrement le troisième porte-avions plus petit. Il a été constaté que le système de défense contre les torpilles ne couvrait pas la partie du navire la plus susceptible d'être touchée. Le volume de la coque a donc dû être réaffecté des extrémités vers le centre pour permettre l'installation d'un système de défense suffisamment profond. Ce n'était toujours pas particulièrement bon, et la nature non alternée des salles des chaudières et des moteurs a doublé cette faiblesse, mais avec le poids s'accumulant de plus en plus haut dans le navire en raison de niveaux croissants d'armement anti-aérien et d'avions de plus en plus lourds, il a été laissé tel quel, quelque chose que Hornet regretterait plus tard dans sa vie. Heureusement, ce tour d'économie pour payer les augmentations de poids ailleurs n'a pas éliminé à nouveau le stockage de torpilles, bien que cela ait été suggéré. Cependant, le pont d'envol a été étendu pour les avions haute performance, et des catapultes ont été ajoutées au pont d'envol et au pont du hangar. Améliorant le Ranger, les navires utiliseraient le nouveau canon polyvalent de 5.38 calibre au lieu du canon uniquement anti-aérien de 5.25 calibre. Contrairement aux Ranger, les Yorktowns auraient une île et une cheminée comme prévu, bien que les officiers de l'air aient tenté avec vigueur de maintenir le porte-avions à pont plat jusqu'à presque la dernière révision de conception. Alors que Yorktown et Enterprise seraient posés en 1934 et que les travaux de conception passeraient d'abord à WASP puis à la classe Essex non restreinte par le traité, la pression des nuages de guerre se rassemblant à l'horizon ferait qu'un troisième navire, Hornet, serait posé en 1939. Bien que les compromis dans la conception de Yorktown étaient connus, il était tout simplement beaucoup plus rapide de construire un autre navire de la classe que d'essayer autre chose, et avec un peu plus de 32 nœuds de vitesse, la marine américaine savait que les 3 navires de la classe Yorktown seraient interopérables avec les Lexington. Les Yorktowns étaient d'excellents porte-avions pour leur taille. Malgré les inquiétudes sur leur système de défense anti-torpille, ils se sont avérés exceptionnellement résilients pour encaisser les dégâts dans ce domaine. Les 2 principales faiblesses de la conception étaient la machinerie non alternée et le manque de protection substantielle contre les attaques de bombardement en piqué, ce dernier ayant contribué à la perte de Yorktown et aux visites répétées de l'Enterprise au chantier naval. La plupart de ces problèmes étaient cependant connus dans une certaine mesure au moment du lancement et étaient plus imposés à la classe par la nécessité de se conformer aux restrictions de poids du traité qu'à un échec particulier de l'équipe de conception elle-même. Comme nous l'avons dit, ils avaient en réalité conçu des porte-avions de 27 000 tonnes qui atténuaient bon nombre de ces préoccupations. Cela laisse bien sûr WASP, qui a souffert de nombreux problèmes similaires à ceux des Yorktowns pendant la phase de conception, des limites sur le déplacement et le fait que, bien qu'un vaste corpus d'expérience tiré de l'exploitation des Lexingtons était désormais disponible au moment où son design a été finalisé et sa quille posée en 1936, aucun des porte-avions construits à cet effet n'était encore en service, donc certaines caractéristiques introduites dans Ranger et les Yorktowns étaient encore considérées comme non prouvées à ce moment-là. Bien que son déplacement soit beaucoup plus proche de Ranger que de Yorktown ou Enterprise à bien des égards, WASP serait plutôt réduite par rapport à ce dernier plutôt qu'augmentée par rapport au premier, en partie à cause du design plus avancé de Yorktown et en partie parce qu'il a été reconnu qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques dans Ranger que les concepteurs voulaient spécifiquement éviter, comme le pont flush avec une île installée à la hâte. Le désir prédominant était de maintenir l'armement tant en termes d'avions que de canons à presque tous les autres coups, ce qui a abouti à ce que le WASP ait les mêmes armes défensives que les Yorktowns, un mélange de canons de 5 pouces 38, de 1.1 pouces et de .50 calibre. Une fois cela décidé, un certain nombre d'autres options ont été envisagées en tenant compte des effets sur le groupe aérien de différents niveaux de vitesse et d'armure. En équipant les mêmes niveaux d'armure et de défense contre les torpilles, les Yorktowns ont pratiquement réduit de moitié le groupe aérien et ont fait chuter la vitesse à un 25 nœuds totalement inacceptable. Augmenter la vitesse à 32 nœuds signifiait aucune protection et les mêmes restrictions sur le groupe aérien.
Une tentative d'avoir une protection d'armure partielle et un système de défense contre les torpilles a laissé un groupe aérien dans les années 60, mais a également réduit la vitesse à une vingtaine pour rester sur le déplacement cible approximatif de 14 000 tonnes. Un groupe aérien de 72 était possible avec une puissance de feu défensive, comme spécifié à une vitesse de juste plus de 29 nœuds, qui lui permettrait au moins de suivre le Ranger, mais seulement au détriment de ne pas avoir de défense contre les torpilles et une armure minimale ailleurs. Et ce groupe aérien n'était possible qu'avec l'élimination à la manière du Ranger des torpilles et des bombardiers torpilleurs du design, bien que, comme il s'est avéré, Wasp opérerait plus tard des Avengers de toute façon. Cependant, Wasp possédait plusieurs caractéristiques novatrices. Sa machinerie était partiellement distribuée, la rendant beaucoup plus résistante que ses prédécesseurs plus grands, à condition que les dégâts soient limités aux inondations. Elle a également introduit l'ascenseur de bord de pont, et a été construite avec une coque non symétrique, ce qui a permis au navire d'équilibrer la charge décalée de l'île et de la cheminée sans avoir besoin de lestage mort. Malheureusement, sa stabilité a été presque compromise par un élément étranger à la conception du navire, son groupe aérien. Le poids global des avions plus modernes signifiait que le poids total de ces 4 escadrons prévus était plus du double de ce que les estimations initiales de conception avaient suggéré, ce qui signifiait à son tour qu'elle ne pouvait transporter aucun avion de réserve, de peur que ce poids supplémentaire en haut du navire ne résulte en un moment Her Majesty's Ship Captain. Il s'est avéré que WASP pouvait en fait atteindre presque 31 nœuds, du moins en essai, grâce à un certain nombre de petites mais cruciales améliorations de la technologie des moteurs qui ont eu lieu pendant qu'elle était conçue et construite, mais étaient assez petites pour être ajoutées au navire sans aucune refonte radicale, bien qu'à vitesse en mer restait autour de 30 nœuds. En fin de compte, son manque de protection, comme celui du Ranger, l'a conduit à sa perte lorsque des torpilles ont brisé ses réservoirs de carburant. Mais, tout comme pour les Yorktowns, ses faiblesses étaient reconnues lors de la construction et étaient dues aux limites de poids imposées par le traité plutôt qu'à une négligence des concepteurs. Avec la fin du système de traité, la prochaine classe de porte-avions à être construite serait les Essex, qui comprenaient essentiellement presque tout ce qu'ils auraient dû laisser de côté des Yorktown à l'exception du pont d'envol blindé, plus la nouvelle technologie et les leçons bien sûr développées sur les 2 porte-avions d'entre-deux-guerres depuis leur construction. Comme les Essex datent de la Seconde Guerre mondiale, nous les aborderons dans une autre vidéo. Cependant, une dernière chose à mentionner sur les porte-avions de la United States Navy avant de changer de sujet. En 1938, lorsque le Congrès a autorisé 40 000 tonnes supplémentaires de porte-avions, ce qui conduirait finalement à Hornet et finalement à Essex, il y a eu une forte poussée dans la marine américaine vers des porte-avions légers plus nombreux pour le contrôle de la mer, encore une fois 4 coques d'environ 10 000 tonnes au lieu de 2 plus grandes. L'amiral Gormley a décrit le cas pour ceux-ci comme suit. Les États-Unis ont une force de flotte suffisante pour obtenir le commandement essentiel dans l'Atlantique contre tout adversaire sauf l'Angleterre, pour obtenir le commandement dans le Pacifique Est ou pour contester le commandement dans le Pacifique Ouest. Quelle que soit la situation, le problème de l'exercice du commandement de la mer sera difficile. Notre supériorité de force peut contraindre et probablement amènera l'autre à se disperser. Nous devons être prêts à nous disperser pour l'attraper. Opposés par l'Allemagne ou l'Italie ou les deux, notre problème est d'interrompre leur route commerciale tout en offrant une protection économique mais efficace à nos propres routes. Il en va de même pour le Pacifique. Lorsque nous considérons le problème de la traque des Emdens, qui était le jargon de la marine américaine pour les Raiders de surface armée, nous reconnaissons immédiatement l'avantage ou la nécessité de couvrir une zone étendue avec une force de reconnaissance aérienne mobile basée sur une large zone, soutenue par une puissance de feu adéquate aux besoins. La conception actuelle des États-Unis pour un porte-avions est axée sur un navire pouvant transporter 72 avions avec puissance de feu, vitesse, protection, etc., modifiée pour s'adapter à un tonnage global limitant. Les tactiques impliquées dans l'emploi de notre grand porte-avions peuvent se résumer comme suit. Environ 30 minutes pour lancer et 60 minutes pour embarquer tous les avions. Doit faire face au vent pendant environ 30 minutes pour lancer les avions, et les catapultes du porte-avions peuvent quelque peu modifier cela. Dehors doit faire face au vent pendant environ 60 minutes pour embarquer tous les avions. Vulnérable aux attaques dues au nombre élevé d'avions dépendant d'un unique pont d'envol. La vulnérabilité oblige généralement à maintenir le porte-avions loin de l'ennemi potentiel. Cela provoque des vols à vide et ajoute à la difficulté de coordonner les opérations aériennes avec celles des autres forces.
Les grands porte-avions séparés des unités de surface principales nécessitent généralement une protection de croiseurs et de destroyers. Le grand porte-avions transporte un mélange de chasseurs, bombardiers, torpilleurs et éclaireurs. Le grand porte-avions subordonne la puissance de feu à la puissance aérienne. Il se focalise sur la puissance aérienne. En général, la zone qui peut être patrouillée efficacement ou recherchée par un porte-avions avec 72 avions dépasse très peu celle qui peut être recherchée par un porte-avions de 36 avions. S'il était nécessaire de patrouiller une zone de 500 miles par 1200 miles, cela pourrait être mieux fait avec 3 petits porte-avions transportant un nombre réduit d'avions qu'avec 2 grands porte-avions. Si seuls de grands porte-avions étaient disponibles, 3 seraient utilisés pour la tâche de la même manière. Pour l'éclaireur, nous avons besoin d'un grand nombre de porte-avions afin de les répartir. Nous devons réduire leur vulnérabilité face aux dommages du pont d'envol ou sous-marin mettant des avions hors de combat. Une puissance de feu accrue est nécessaire pour réduire leur dépendance à la protection constante et rapprocher des croiseurs. Nous pouvons réduire le nombre d'avions par porte-avions et optimiser les opérations de recherche pour un nombre donné d'appareils en leur attribuant la reconnaissance comme fonction principale. Ils devraient être capables de transporter des bombes et avoir une manœuvrabilité et un équipement d'armement suffisant pour agir en tant que combattants, mais la condition principale est la reconnaissance. 18 à 24 de ces avions constitueront une unité très efficace à cet effet. Un porte-avions construit dans le but général de fonctionner avec des croiseurs pour exercer le contrôle des zones maritimes remplira également d'autres fonctions ou besoins. Faute d'une désignation appropriée, on l'appelle un porte-avions de reconnaissance. Les anciens combattants de la marine américaine ou les historiens de la marine américaine peuvent reconnaître la genèse des arguments en faveur du navire de contrôle de la mer dans cet ensemble particulier d'arguments, et si vous voulez vraiment mal dormir la nuit, vous pouvez imaginer si cela avait été mis en œuvre, peut-être une marine américaine équipée d'un grand nombre de très petits navires armés de ce qui étaient effectivement des versions de la marine américaine du Skua. Une fois que vous avez cessé de crier, nous poursuivrons la vidéo. Cette position particulière conduirait à la préparation d'abord d'un design de 10 000 tonnes puis de 15 000 tonnes, mais les préoccupations persistantes concernant l'utilité et la survie de Ranger et Wasp dans tout type d'environnement hostile conduiraient à leur rejet en tant qu'arme de flotte, bien que certains des travaux seraient référencés lors de la conception des porte-avions légers de la classe Independence de l'époque de guerre, qui étaient bien sûr convertis à partir de coques de croiseurs. Et donc nous arrivons à la Royal Navy, qui avait résisté plus longtemps que les deux autres grandes puissances en partie parce qu'ils avaient beaucoup plus de coques à utiliser pour acquérir de l'expérience en matière de porte-avions. Le Japon avait Osho, Akagi et Kaga. La marine américaine avait Langley, Lexington et Saratoga, tandis que la Royal Navy avait Hermes, Argus, Eagle, Furious et plus tard Courageous et Glorious, reflétant un large éventail de choix de conception et d'options et offrant beaucoup de matière à réflexion lorsqu'il s'agissait de concevoir de nouvelles coques construites à cet effet. Un assez grand nombre de ceux-ci étaient également opérationnels bien avant Lexington, Saratoga, Akagi et Kaga. La modernisation des porte-avions par la Royal Navy durant la Grande Dépression était un choix en partie politique pour éviter l'achat de nouveaux navires. Les périodes de conflit auraient aussi un impact. Alors que le Japon finirait par acquérir une certaine expérience utile du combat aéronaval à la fin des années 30 lors de l'une de ses guerres perpétuelles avec la Chine, cela est arrivé après que la majeure partie de la flotte de porte-avions d'entre-deux-guerres de la marine japonaise ait été construite ou en construction et a donc vraiment fourni une expérience opérationnelle plutôt qu'une expérience de conception pour leur flotte de porte-avions d'entre-deux-guerres. La marine américaine a dû se contenter de jeux de guerre sur table et de vastes jeux de guerre réels, mais avec l'Empire britannique à portée de main et une vision un peu moins isolationniste par rapport à ses deux principaux concurrents, cela signifiait qu'entre l'utilisation précoce du Her Majesty's Ship Vindictive dans la Baltique et diverses stations étrangères à long terme comme les opérations de chasse aux pirates en cours par le Her Majesty's Ship Hermes et le Her Majesty's Ship Eagle sur la station de Shin, et des exercices complexes à plusieurs porte-avions dans la flotte méditerranéenne, la Royal Navy est entrée dans les années 30 avec un degré considérable d'expérience opérationnelle de porte-avions. Ils étaient cependant confrontés à des environnements opérationnels assez différents. Le Japon et les États-Unis pouvaient en grande partie, bien que pas entièrement, construire leurs navires en vue d'opérations dans le Pacifique l'un contre l'autre, mais dans les deux cas avec leur port d'attache d'un côté de l'océan et la plupart ou la totalité de leur flotte à portée de main.
La Royal Navy devait planifier des opérations dans le Pacifique avec des bases de première ligne et une partie de la flotte, ainsi que des opérations en mer du Nord, dans l'Atlantique, en Méditerranée et ailleurs, la plupart faisant face à une opposition considérable des avions basés à terre. En dehors de quelques hydravions, le Pacifique n'était pas considéré comme un problème, car seul le Japon connaissait la très longue portée de certains de ces avions d'attaque en développement. Les Japonais croyaient à juste titre que personne d'autre n'avait d'avion pour les égaler dans ce rôle. Cela a laissé la Royal Navy envisager un certain nombre d'options, mais au début des années 30, le conflit avec le Japon semblait de loin le plus probable, et donc un porte-avions de flotte devrait être effectivement une île mobile autonome et survivable loin d'un réapprovisionnement ou d'une réparation facile. Cela nécessitait à son tour un grand groupe aérien, mais aussi un navire qui pourrait éviter les dommages autant que possible, le tout entassé dans une coque qui répondrait aux nouvelles exigences du prochain traité naval de Londres, qui avait réduit le déplacement maximum du porte-avions de 27 000 à 23 000 tonnes. Le porte-avions devrait également s'adapter aux petits docks secs disponibles à l'étranger, car revenir à mi-chemin à travers la planète chaque fois qu'un dommage majeur était subi aurait été totalement inacceptable et aurait effectivement pu entraîner la perte d'un navire. Des idées en ce sens circulaient au sein de la Royal Navy et étaient affinées tout au long des années 1920 et au début des années 30, avec quelques tentatives pour essayer de construire un tel vaisseau dans le fin des années 20 ayant été freiné par la Grande Dépression, et donc lorsque l'argent correspondait aux besoins, il y avait une base solide de conception à partir de laquelle travailler. Le résultat global de tout cela a été le développement du Her Majesty's Ship Ark Royal, avec un groupe aérien théorique de 72, utilisant un double hangar fermé qui a abouti à un navire avec un franc-bord colossal. Mais elle se distinguait des conceptions antérieures de plusieurs façons. L'absence d'armement anti-surface dédié était significative, un élément présent dans la lignée de conception jusqu'alors. Au lieu de cela, le navire était littéralement hérissé de canons anti-aériens, du moins pour l'époque, portant 2 fois la batterie anti-aérienne lourde d'un Yorktown et comparable au bien plus grand Shikaku, avec 16 canons de 4,5 pouces en 8 montures jumelles, accompagnés d'une batterie assez lourde de canons anti-aériens moyens et de mitrailleuses. Malgré tous ces défauts, les pom-poms de 2 livres étaient à 40 mm, de loin les canons anti-aériens moyens les plus lourds montés sur un porte-avions d'entre-deux-guerres, bien que la concurrence soit les canons de 1,1 pouce et de 25 mm, et ils étaient également assez nombreux en termes de nombre de canons. La protection contre les menaces de surface se limitait à des défenses passives, notamment l'armure et un système anti-torpille, ainsi que les tirs des canons de 4,5 pouces contre un attaquant, et l'espoir que la vitesse du navire le maintiendrait en avance sur la poursuite assez longtemps pour que les escortes ou les avions du porte-avions ralentissent l'ennemi. Un parc de ponts avec un seul hangar a été envisagé, mais le double hangar a été préféré pour faciliter les opérations aériennes car cela signifiait que le pont d'envol pouvait être entièrement dégagé si nécessaire, et il a également été considéré que les conditions opérationnelles dans certaines des mers où la Royal Navy naviguait habituellement verraient probablement les avions garés sur le pont devenir rapidement des habitations coûteuses, bien que quelque peu intéressantes, pour les poissons en très peu de temps. En raison des contraintes de limite de déplacement et de la nature empilée des doubles hangars, l'Ark Royal n'aurait pas autant de hauteur par hangar par rapport au porte-avions à hangar unique de la marine américaine, mais à 16 pieds, il y avait un dégagement décent pour les avions sur chacun des ponts, juste pas assez d'espace pour les avions de rechange suspendus, ce qui verrait la taille du groupe aérien réduire à mesure que des avions plus grands et plus modernes entraient en service, et tandis que le parc de ponts restait résolument exclu comme option, les limites de déplacement excluaient également un pont d'envol blindé et ont conduit à l'utilisation d'importantes quantités de soudage au lieu de rivetage pour économiser du poids. Le désir d'une protection latérale relativement lourde, ainsi que l'enclos des hangars, les a également rendus quelque peu plus étroits et donc plus encombrés que d'autres conceptions, car l'espace entre le blindage de la coque et le hangar était occupé par ces mesures de protection. On trouvait également dans ces espaces l'équipement de prévention et de gestion des dommages qui étaient installés, cela étant devenu une sorte d'obsession dans la Royal Navy après la perte lors de la Première Guerre mondiale de l'un de leurs premiers porte-avions, le merveilleusement nommé Ben Maitri à cause d'un incendie de carburant d'avion.
En raison de la nécessité de s'adapter aux plus petits docks secs, la coque était beaucoup plus courte à la ligne de flottaison qu'au niveau du pont d'envol, une plaine 118 pieds étant ajoutée à la longueur totale au moment où ce niveau de pont d'envol était atteint, soit 66 pieds au-dessus de la ligne de flottaison. Pour donner une idée de l'échelle, le pont d'envol de l'Arc Royal se situait en réalité presque 10 pieds plus haut au-dessus de l'eau que ne le fait le pont d'envol d'un super porte-avions à propulsion nucléaire moderne. Conçue pour environ 30 nœuds, elle s'est avérée capable d'atteindre 31 nœuds lors des essais en forçant un peu. Pour chaque porte-avions de cette vidéo, sauf les Shikaku, des compromis ont été nécessaires en raison des restrictions de déplacement du traité. Sur l'Arc Royal, cela concernait surtout les espaces de machinerie, bien moins subdivisés que la pratique standard. Cela a rendu le maintien du navire en fonctionnement beaucoup plus facile car les ponts inférieurs presque cathédrales étaient plus faciles à naviguer, mais cela s'est finalement avéré être son talon d'Achille lorsqu'elle a été touchée par des torpilles pendant la Seconde Guerre mondiale, les grands espaces se révélant être des risques d'inondation mortelle. Un autre facteur à prendre en compte est qu'avec l'expectative d'opérations à long terme et une très longue distance pour le réapprovisionnement, une bonne partie de l'espace de hangar de l'Arc Royal a été réservée à un atelier de maintenance étendu et à ses ressources associées. Ce navire était conçu pour réparer et reconstruire les avions endommagés revenant de missions prolongeant leur durée de vie opérationnelle. C'est quelque chose que les marines américaines et japonaises ont largement résolu en attribuant un certain nombre de structures d'avions de rechange à leur porte-avions avec un atelier de machines beaucoup plus petit. Ce choix a été en partie motivé par la réaction de la Royal Navy à l'arrivée de nouveaux avions plus rapides qui diffèrent quelque peu de la réaction mais d'autres marines. Avant l'invention du radar, on pensait que ces nouveaux avions plus rapides pourraient presque certainement atteindre le porte-avions avant que tout chasseur au-delà de la patrouille aérienne de combat ne puisse être lancé. Les marines japonaises et américaines croyaient toutes deux en une attaque massive assez rapide pour submerger leur ennemi, avec une seconde attaque sur la flotte ennemie en général, supposant que le porte-avions ait survécu à ce premier échange de coups. Les Japonais croyaient que la survie était mieux assurée en frappant l'ennemi plus loin qu'il ne pouvait riposter, puis en se repliant sur un mélange de vitesse, de patrouilles aériennes de combat et de canons anti-aériens au cas où cela ne fonctionnerait pas. La marine américaine comptait principalement sur sa capacité à frapper l'ennemi fort, vite et en premier. Et bien que la patrouille aérienne de combat et les canons anti-aériens étaient présents, c'était peut-être la plus acceptante des trois grandes marines à la possibilité de perdre un porte-avions, du moins en tant qu'unité opérationnelle, si ce n'est pas réellement coulé en conséquence directe d'une frappe ou d'une contre-frappe ennemie. La Royal Navy, en revanche, envisageait des opérations beaucoup plus longues, avec un groupe aérien conçu pour être maintenu en action pour plusieurs frappes sur des semaines, accompagné d'un porte-avions qui survivrait en partie grâce à la patrouille aérienne de combat et à l'évasion, mais surtout en étant une cible suffisamment méchante et résistante qu'une frappe ennemie aurait peu de chances de toucher en premier lieu, d'où la prédominance de l'armement anti-aérien. Cela dit, l'ARC Royal a été conçu avec un rôle de frappe exceptionnellement lourd à l'esprit. Le groupe aérien de l'ARC Royal, bien que plus petit que celui d'autres porte-avions dédiés comme le Soryu ou le Yorktown, était principalement composé de bombardiers torpilleurs servant aussi d'avions de reconnaissance, un rôle assumé par les bombardiers en piqué sur les navires américains. Et des avions de reconnaissance dédiés sur d'autres navires de la marine japonaise à cette époque, l'équilibre étant presque entièrement constitué de bombardiers en piqué, les chasseurs étant une composante relativement petite de son groupe aérien global, l'utilisation ostensible à double usage d'avions comme le Skua nonobstant, et cela explique peut-être aussi le groupe aérien légèrement plus petit puisque bien sûr le bombardier torpilleur prend plus d'espace. Également à bord du navire et un facteur dans sa conception était la capacité pour les opérations nocturnes, quelque chose dont la Royal Navy était obsédée depuis Jutland. Dans les jours précédant le radar, c'était en partie la raison pour laquelle les avions de la flotte aérienne devaient toujours avoir un deuxième siège pour aider à la navigation et aussi en partie pourquoi les compléments de chasseurs étaient si petits. La nuit, ils seraient en grande partie inutiles et donc pendant la journée, ils pourraient en grande partie aider à garder la flotte. À cette fin, les navires transportaient une balise de retour avec une fonction plutôt astucieuse. Elle tournait une fois par minute sur un faisceau très serré. L'équipage synchronisait leur montre avec elle avant de décoller, de sorte que lorsqu'ils recevaient brièvement le faisceau sur leur équipement, en comparant le signal à la position de l'aiguille des secondes sur leur montre au moment de la réception, ils obtenaient automatiquement un cap de retour vers le navire.
Par exemple, si un radioman recevait le signal à 30 secondes après la minute, alors le phare pointait vers le sud à ce moment-là et il devrait donc tourner réciproquement vers le nord pour trouver le navire. Cela dit, au moment où l'Ark Royal était en construction, la menace croissante des avions d'attaque rapide combinée à des exercices montrant que peut-être le feu anti-aérien n'était pas aussi mortel que tout le monde l'espérait, plus les menaces croissantes en Europe ont vu une probabilité beaucoup plus élevée de devoir combattre à portée d'une couverture aérienne terrestre significative. Tout cela a mené à la nécessité de changer l'approche de conception. Le Pacifique était un nouvel environnement avec les marines américaines et japonaises construisant de grands porte-avions avec d'importants groupes aériens, augmentant considérablement le nombre d'avions qu'un porte-avions de la Royal Navy pourrait rencontrer. Sans aucun moyen de détecter ou de déjouer les attaques entrantes à temps, encore une fois avant le radar, ainsi qu'un désir de faire opérer les porte-avions assez étroitement avec une flotte rapide, ce qui pourrait alors les amener à subir un certain nombre de tirs directs, il semblait à l'amiral Henderson, alors en charge de l'acquisition globale de nouveaux navires pour la Royal Navy, que les prochains porte-avions devraient être beaucoup plus résistants pour survivre aux attaques entrantes inévitables. Cela a conduit à ce que le prochain ensemble de porte-avions devienne la classe Illustrious. Mais ce n'était pas seulement la menace de l'aviation ennemie, mais aussi une question de rôle. La classe Illustrious de la Royal Navy a été conçue selon une vision différente des opérations de porte-avions par rapport aux marines japonaises et américaines, comme le montre l'exemple de l'Ark Royal. La Royal Navy ayant déjà un certain nombre de coques similaires en termes de profil de rôle, sinon de groupe aérien, à l'Ark Royal, à savoir Furious, Courageous et Glorious, celle-ci pourrait fournir une défense aérienne plus générale et une puissance de frappe à la flotte. Mais avec la guerre européenne, tous les adversaires potentiels avaient des marines nettement plus petites que les Britanniques et seraient donc susceptibles de protéger leurs propres forces dans le port jusqu'à ce qu'ils jugent les circonstances favorables à eux, se cachant sous la couverture de la puissance aérienne basée sur terre et essayant de réduire la Royal Navy par attrition. Commençons bien avant avec des plans pour une attaque aérienne massive avec des bombardiers torpilleurs sur la flotte de haute mer si la Première Guerre mondiale avait duré plus longtemps. La Royal Navy prévoyait donc de frapper la flotte ennemie dans le port avec des avions basés sur des porte-avions dans l'intention de les attirer pour une bataille avec la ligne de bataille de la Royal Navy, ou simplement de les couler ou de les endommager gravement là où ils se trouvaient, dans les deux cas éliminant la flotte ennemie de l'équation. Mais dans les années 30, plusieurs choses étaient claires. Aucun nombre raisonnable de porte-avions ne serait capable de contester les cieux au-dessus de Wilhelmshaven ou de Tarente de jour, et toute tentative de lancer une attaque de nuit, en utilisant les avions d'attaque navale nécessairement plus lourds et plus petits, laisserait les navires responsables à un risque significatif de contre-attaque par des avions basés à terre à plus longue portée, tant à l'aller qu'au retour, et plus particulièrement au retour. Avec la Royal Navy investissant massivement dans les opérations nocturnes, le problème de la supériorité numérique était moins important, mais le risque d'une contre-attaque écrasante était encore plus élevé dans ce profil de mission et donc la protection devait être une priorité absolue. Ainsi, la classe a été conçue avec une boîte blindée qui formait le hangar, conduisant à ce qui était pour un porte-avions une plaque d'armure lourde sur les côtés, nécessitant un hangar fermé ainsi qu'un toit blindé qui formait une bonne partie du pont d'envol et couvrait également les espaces de machinerie et de magasins. Ce système fonctionne à deux niveaux. Face aux bombes généralement attendues d'environ 500 livres, le pont d'envol blindé résisterait à ces armes de front, ce qui signifie que peu ou pas de dommages seraient subis et que tout problème mineur pourrait être rapidement résolu. Face à des armes plus grandes, des bombes de 1000, 1500 et 2000 livres, la résistance significative de l'armure servirait à déclencher le fusible de la bombe à l'impact, ce qui conduirait ensuite à la détonation de la bombe peu de temps après relativement haut dans le navire. Bien que cela détruirait des avions et endommagerait le hangar, les mesures de contrôle des dommages étendues et la compartimentation de cet espace devraient en théorie sauver une partie du groupe aérien et permettre au navire dans son ensemble de survivre, alors que sans cette protection, une telle arme perforerait sans doute profondément dans le navire avant d'exploser, causant probablement des dommages beaucoup plus fatals aux magasins, à la coque sous-marine ou au moteur. De plus, si ces armes plus lourdes étaient larguées à des altitudes plus basses ou si elles arrivaient sous un angle, le pont d'envol blindé devrait offrir une protection relativement bonne pour dévier leurs attaques également. Cela permettrait à son tour de maintenir le porte-avions soit opérationnel, soit au moins réparable, préservant la force de porte-avions de la Royal Navy au cours de ce qui pourrait s'avérer être un conflit à long terme et, dans tous les cas, sauf les pires, cela garantirait que le groupe aérien lui-même restait également intact.
Cela permettrait alors sa réutilisation dans plusieurs engagements, car une frappe sur une flotte ennemie à quai nécessiterait soit des frappes de suivi ultérieures, soit si la flotte ennemie émergeait, les avions du porte-avions seraient nécessaires pour continuer à les frapper ainsi que pour défendre la flotte de la Royal Navy. Ainsi, le raisonnement était que si la protection permettait au groupe aérien de survivre à une ou plusieurs frappes aériennes ennemies, alors le nombre moindre d'avions que nécessiterait l'armure serait un compromis acceptable, car il serait préférable de frapper un ennemi une demi-douzaine de fois avec 3 douzaines d'avions à la fois plutôt qu'une fois avec 6 douzaines d'avions et ensuite avoir le porte-avions mis hors de combat ou détruit. Toutefois, avec la limite de déplacement de 23 000 tonnes, cela impliquerait davantage de compromis que seulement le groupe aérien qui se stabiliserait autour de 30 sans l'utilisation d'un parc de ponts. Disparaîtrait également l'atelier de réparation et de maintenance étendu que l'on trouve à bord de l'Ark Royal, ce qui entraînerait à son tour le développement d'un autre type de porte-avions de soutien qui est mieux couvert séparément. L'armement anti-aérien reste puissant, mais l'espace du hangar a dû être réduit car le navire lui-même est devenu plus petit afin de permettre une armure suffisante sur la zone nécessaire compte tenu des limitations de déplacement données. Et cela signifiait à son tour que le hangar aurait moins d'espace au sol et moins de hauteur que les hangars sur des navires de déplacement ou de dimensions comparables dans les marines américaines et japonaises. Et entre les faibles chiffres et un rôle très offensif, l'équilibre global des avions transportés était le plus pondéré vers une clôture en pourcentage de tous les porte-avions de la période. Cependant, le fait que leur construction n'ait commencé qu'en 1937 signifiait l'intégration du radar pendant la phase d'équipement, ce qui permettrait une utilisation plus efficace du complément de chasseurs nécessairement très petit qui aurait été le cas autrement. Le quatrième navire, l'Indomitable, a été modifié pour avoir un double hangar partiel car le rythme du développement des avions navals commençait déjà à indiquer qu'un porte-avions avec un petit complément pourrait être réduit à l'inutilité par l'arrivée d'avions plus grands. Cela a augmenté sa capacité de transport sans un parc de ponts par un escadron à 48 avions, bien qu'au moment où elle est entrée en service, elle finirait par transporter beaucoup plus d'avions de chasse que d'avions d'attaque, car le cours de la guerre en mer avait considérablement changé au moment où elle est entrée en service opérationnel complet. Comme avec la marine américaine, il a été question à la fin des années 30 d'une série de petits porte-avions dans la gamme de 10 à 12 000 tonnes, mais les designs produits montraient un coût d'environ 60% de celui d'un Illustrious pour un tiers du groupe aérien, une faible vitesse et une très faible survivabilité, donc l'idée a été très rapidement abandonnée. De toutes les principales classes de porte-avions d'entre-deux-guerres, la classe Illustrious serait la seule à sortir de l'autre côté de la Seconde Guerre mondiale sans subir de perte de coque, bien que ce ne soit pas faute d'avoir essayé par l'ennemi, ce qui a validé de bien des façons la robustesse intégrée dans la conception. Mais les hangars bas, qui avaient été un compromis nécessaire pour armer les navires sur le déplacement limité disponible, signifiaient que leur carrière d'après-guerre était limitée par une incapacité à opérer les nouveaux avions de plus en plus grands, et ils passeraient donc la décennie suivante principalement comme navires de seconde ligne et d'entraînement, bien qu'ils aient été les seuls porte-avions d'avant-guerre à jouer un rôle majeur dans l'environnement d'après-guerre. Aucun des porte-avions de la flotte d'avant-guerre de la marine japonaise n'a survécu à la guerre et de la force de la marine américaine, les 3 survivants, Saratoga, Ranger et Enterprise, ont été bombardés, démantelés puis mis en réserve et ensuite démantelés malgré les efforts pour les préserver, respectivement, ce dernier restant l'une des plus grandes injustices en matière de préservation des navires. Alors, il y avait 2 autres types de porte-avions de flotte qui seraient mis sur cale pendant l'entre-deux-guerres, bien qu'aucun ne verrait le service car aucun n'a été achevé. Les classes allemandes, Graf Zeppelin et françaises Joffre. Mais comme ils n'ont jamais été achevés, ils auront leur propre vidéo séparée. Cela conclut le développement des porte-avions de flotte pendant l'entre-deux-guerres. La Seconde Guerre mondiale verrait Taiho, Essex, Implacable et d'autres prendre le champ, tandis que d'autres efforts tels que Seydlitz, Aquila et ainsi de suite, et dans une certaine mesure Shinano, n'aboutiraient jamais tout à fait. Mais ces navires et plus de détails sur les performances de la flotte de porte-avions de l'entre-deux-guerres au combat seront pour une autre fois.